toutes et à tous, vous écoutez Bouchonné. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de passionnés pour parler vigne et vin. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Stéphane Rocher, qui est vigneron à Bellevigne-en-Layon, à la ferme du Mont-Benot. Donc, il va nous expliquer un peu comment il en est arrivé là, son parcours et puis sa vision de la vigne et du vin. Bonjour Stéphane, est-ce que tu pourrais d'abord commencer par te présenter en quelques mots et nous expliquer un peu ton parcours, s'il te plaît? Alors moi c'est Stéphane Rocher, j'ai 45 ans, je suis pas issu du milieu viticole, c'est une reconversion qui maintenant date un petit peu parce que j'ai toujours l'impression que c'est le début, mais ça fait déjà 15 ans que je suis installé. Donc voilà, reconversion du milieu de la communication, publicité sur Paris. J'étais originaire quand même de la région, mais l'idée c'était de partir faire un parcours dans autre chose et puis de revenir à la production un jour ou l'autre. On a tenu 6 ans, donc retour à la terre, un petit peu par hasard comme ça. L'envie de faire quelque chose de concret en fait. Donc voilà, l'idée c'était de revenir dans la région, de faire quelque chose de concret. Quand on bosse dans la com, on est quand même sur quelque chose de très abstrait. Voilà, et l'idée c'était de revenir et de faire quelque chose de complètement opposé. Et donc voilà, et de pouvoir regarder au-dessus de son épaule le soir et compter le nombre de rangs qu'on a taillés. Voilà, c'est être rassuré par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est l'idée, voilà, revenir dans sa région pour faire quelque chose de concret. Justement, le projet, ça a été de venir ici. Comment t'en es arrivé à trouver ce lieu et qu'est-ce que c'est la ferme du Mont-Benot? Alors trouver le lieu, c'est pareil, ça a été complètement par hasard. Moi j'ai fait une formation pour adultes à Montreuil en BP pour un petit peu connaître le vin plus en profondeur, même si j'avais fait beaucoup de boulot saisonnier ayant de la famille dans le vin. Voilà, ça m'avait quand même mis un peu le pied à l'étrier. Mais l'idée c'était en fait de trouver le lieu qui corresponde un petit peu au mode de vie qu'on avait envie d'avoir pour plus tard. Donc moi l'idée c'était produire, mais dans un cadre de vie bien précis. Et on a eu la chance, quand on est arrivé dans la région, pendant que je faisais ma reconversion et ma formation, d'avoir la SAFER qui nous trouve une ancienne ferme viticole qui n'était plus en activité, avec un endroit qui nous a tout de suite sauté aux yeux, parce que c'est une ferme que je regardais, que j'ai toujours regardé. J'ai toujours vu cet endroit-là comme quelque chose, un endroit un petit peu mystérieux, un endroit qui m'appelait à quelque chose depuis que je suis tout petit. En fait, j'ai toujours regardé cette ferme en passant. Et en fait, quand ça s'est présenté, on n'a pas hésité une seule seconde. Donc on a réhabilité la ferme avec la chance d'avoir un coteau et des prairies et des bosquets attenants. Donc l'idée c'était de recréer, de garder ce petit cadre de vie et puis de le faire fructifier avec des plantations de vignes. Et voilà, produire du vin et en parallèle de la production du vin, de rénover la ferme et de recréer ce petit écosystème avec les prairies, les vignes et les bosquets attenants en fait. Voilà, donc recréer ce lieu de vie en fait. C'est ça, ouais, c'est ce qu'on voyait quand on a fait un petit tour de la propriété tout à l'heure. Ton vignoble, il est quand même très diversifié. On va retrouver quoi comme cépage? T'as combien d'hectares? Tes cuvées principales aussi? Alors moi j'ai presque 9 hectares au début, donc l'idée c'était de trouver des vignes là où je pouvais, donc elles n'étaient pas tout près de la ferme. Et puis ce coteau, ce qui est intéressant c'est que j'ai pu planter des jeunes vignes dans les cépages que je voulais, donc ne pas partir forcément tout de suite tête baissée sur que du chenin, parce que du chenin on en trouve facilement autour en vieilles vignes. Donc là l'idée c'était de trouver des cépages qui sont quand même connus, hein, le gros lot noir, le gros lot gris, le gamay teinturier, parce que j'avais déjà une cuvée que je faisais avec mes toutes premières vignes de fermage que j'avais à 10 km d'ici. C'est un rosé moelleux, donc j'ai voulu replanter pour refaire ce produit que je trouve intéressant. Et puis ensuite du pinot d'Aunis. Voilà, j'ai un petit peu de cabernet, hein, j'ai récupéré du cabernet quand même pour faire des rouges. Donc pas mal de cépages différents. Et puis c'est à suivre, hein, il y aura peut-être même un autre cépage qui sera planté. Pour l'instant, j'exclus pas d'avoir un autre cépage type Vermentino, parce que c'est un cépage que j'adore.
Donc voilà, l'idée c'est avoir une multiplicité de cépages, bien sûr mettre en avant le chenin, mais plutôt sur le côté parcellaire, donc avec des vieilles vignes que j'ai pu Hum. choisir, mais les jeunes vignes sont plantées sur tous les cépages que je viens de vous citer en fait. Ouais, avec l'importance aussi du terroir et puis Ouais. la grosse diversité de terroirs que tu as sur cette partie du Léon. Bah, on a la chance d'avoir un terroir assez incroyable, c'est que le terroir change tous les 50 mètres, avec et bien sûr toute la palette des schistes, tous les types de schistes, mais aussi des basaltes avec la spilite et puis la rhyolite. Donc pour moi, je trouve qu'il y a deux choses. Il y a la multiplicité des cépages et ensuite qui permettent de faire éventuellement des vins avec des expressions très différentes les unes des autres. Donc ça, c'est un premier, plutôt sur mes jeunes vignes. Et le deuxième volet, c'est exploiter le chenin plutôt sur des vieilles vignes en parcellaire. Donc là, l'idée, c'est de mettre en valeur la diversité des terroirs sur le même cépage. Donc on voit la Hum. différence des terroirs. Donc voilà les deux choses. Le chenin avec la variation sur les terroirs, et puis les cépages, avec plus le côté cépage qui est mis en avant. Là, on a l'effet terroir qui est un petit peu moins marqué. Voilà, je trouve que c'est bien d'avoir les deux clés d'entrée Les en deux. fait. Hum. Ça donne une palette de vins très large. Travailler aussi à l'élevage, on voyait quand on a visité un peu le chai, varier les élevages C'est ça. par rapport au terroir et au cépage, ça te donne Ouais. une grosse, Avec grosse des palette contenants de. différents. Ouais, c'est ça. Par exemple, l'idée d'avoir des cépages très variés, on va travailler vraiment le côté variétal, l'expression du cépage. Et puis sur le chenin, là par contre, deuxième volet, c'est d'avoir l'effet du terroir, mais aussi l'effet du contenant. Et sur chaque cuvée, en général, j'ai plusieurs contenants, 2 ou 3 contenants qui sont utilisés pour ouvrir la palette aromatique, pour travailler un des aspects de la vinification. Donc par exemple, si on veut rester sur quelque chose de frais et fruité, on va avoir la cuve, c'est très bien, hein, une cuve classique. Mais si on veut travailler le salin, la longueur, garnir un petit peu les milieux de bouche, bah là par exemple, on va avoir des jarres. Moi je travaille sur de la jarre de 800 litres assez arrondie, type œuf, qui va amplifier l'échange avec les lits. Donc je trouve que et puis on peut travailler aussi un peu avec des barriques. Donc je trouve que on va avoir l'effet terroir et l'effet élevage ensuite avec une multiplicité de contenants qui permet sur la cuvée parcellaire, avoir l'expression la plus complexe possible sur le terroir donné. Et ça c'est hyper intéressant en fait, parce que c'est toujours en mouvement en plus. Hum. Oui, aussi en fonction du millésime. C'est ça. On va faire varier l'élevage aussi en fonction du millésime. Euh, sur un millésime comme 2020, je vais par exemple moins utiliser la jarre arrondie parce que on va avoir tendance sur un jus qui est plus riche à garnir encore plus le vin et à le rendre encore plus puissant. Donc là, moi sur des millésimes puissants comme ça, je trouve que c'est intéressant d'être sur plutôt de la cuve, un contenant qui va un peu plus refermer le vin, et puis la jarre elle va venir en plus petit pourcentage pour la fin de bouche ou pour le salin. Sur un millésime un petit peu plus maigre comme 2021, là on était monté à un pourcentage plus élevé de jarre type œuf. Sur un millésime on avait un peu moins de matière, donner un peu plus amplifier la matière. Donc je trouve on peut aussi accompagner une millésime et la vigne avec les l'élevage. contenants en fait. Ouais. Ouais, Tu fais du cas par cas à la cave, t'en fais aussi un peu en vigne. Tout à l'heure, on en parlait un peu, mais au moment de la taille, par exemple, tu vas aussi adapter en fonction de l'âge de tes vignes. Ton travail des sols, pareil, en fonction de ton cépage ou de l'âge de tes vignes. Ça, c'est important pour toi de réussir à faire vraiment de la chirurgie presque sur tes parcelles. ouais, en fait, alors c'est pas toujours simple, mais multiplicité de cépages, donc voilà, des cépages qui réagissent très différemment, qui vont débourrer plus ou moins tôt, tard. En plus, avec le souci du gel, maintenant, il faut faire attention, il faut s'adapter. Donc par exemple, on va avoir une jeune vigne de chenin. Pour moi, c'est hyper important de la tailler en 2 temps, parce qu'on sait que c'est des vignes qui souvent vont débourrer. Déjà, le chenin débourre assez tôt. Et alors, en plus, avec une jeune vigne, ça va partir tout de suite.
Donc on se retrouve avec des vignes très, très exposées au gel. Donc là, on est sur une taille en 2 temps où on laisse les bois assez longs. On peut même des fois pré-tailler et ensuite tailler en 2 temps et ensuite raccourcir. Donc ça fait 3 étapes et on arrive à repousser le débourrement à début mai. Par exemple, par contre, vous avez sur des gros lots, l'idée du gros lot, c'est intéressant parce que c'est un cépage qui est très résilient après le gel. Bon, voilà, là, lui, on va tailler, souvent on va tailler directement. Il y a une toute petite partie qu'on va tailler en 2 temps, mais comme on a vu tout à l'heure. Mais la plupart du temps, je taille directement parce qu'on sait que même en cas de gel, la vigne va refaire du bois et va refaire des grappes. Donc en fait, on va s'adapter vraiment en, en plus, il y a, suivant l'endroit où est située la vigne, on va s'adapter. Si vous avez quand même des gros lots qui sont en bas de pente, dans un endroit très gélif, là on va le tailler quand même en 2 temps. Mais par contre, clairement, le chenin va toujours être taillé en 2 temps, quel que soit l'endroit où il est planté, parce que c'est très fragile. Et puis après, il y a des cépages à taille longue. Bon, bah là, c'est un petit peu moins problématique. Sur le cabernet, voilà, on raccourcira, on fait toujours une taille longue et on raccourcit plus tard. Vous avez des cépages qui vont malheureusement tout en geler. Les gamets, c'est tout en train de, ça gèle beaucoup. Donc la taille en 2 temps également. Donc c'est du pilotage en fonction aussi de votre objectif. On ne peut pas faire tout le boulot sur toutes les vignes, voilà, tailler tout en 2 temps, c'est compliqué. Donc il y a des choix à faire aussi. Le chenin a quand même une certaine valeur ajoutée et est important pour le côté parcellaire. Donc bah, moi, je préfère passer beaucoup de temps sur le chenin à le tailler en 2 temps. Et puis le gros lot gris, gros lot noir, bon bah là, on peut gagner un peu de temps parce qu'on sait que en cas de gel, ça va être résilient et ça va redonner des grappes. Donc il y a ça aussi. Et le pinot d'Aunis, j'ai oublié de dire, voilà, moi j'ai planté de l'Aunis, pas que pour la mode de l'Aunis, qui revient un petit peu, parce que c'est un cépage que je trouve très intéressant aromatiquement, mais c'est surtout que c'est un débourrement, c'est un cycle court avec un débourrement tardif. Donc c'est génial, parce que là vous débourrez début mai, avec un cycle qui ne vous emmène pas à vendanger en octobre non plus. C'est un cycle court. Donc tout ça, ça rentre très bien dans ton protocole. Le protocole d'avoir planté plein de cépages différents et je ne me serais pas vu à 100% chenin. Ce serait sûrement plus vendeur et plus... voilà, c'est avec la mode du chenin, mais moi je trouve ça intéressant d'être sur plein de cépages. En fait. On a parlé de cépages, on a parlé d'élevage, on a parlé un petit peu de tes vinifs, de ta manière de conduire tes vignes. On est dans la Loire, t'es revenu dans la Loire, t'as habité un petit peu en région parisienne. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 caractéristiques du vignoble de la Loire qui, je pense, est en train de remonter un peu aussi et de prendre de plus en plus d'ampleur dans le vignoble national? Bah, je dirais déjà, là il y a plusieurs questions. La question on a un peu évoqué tout à l'heure, mais revenir ici, c'est le mode de vie, le cadre de vie. Être en région parisienne, quand vous avez votre deuxième enfant, au premier c'est compliqué, au deuxième c'est impossible. Je parle pour quelqu'un qui n'est pas originaire de région parisienne. Et moi j'aimais beaucoup la nature en plus, donc voilà. Donc il y avait le choix de retrouver le cadre de vie. Et on est très content de ça, de ce qu'on a trouvé ici. Il y a ce que je trouve aussi dans la Loire, et particulièrement dans la Loire, je connais un petit peu moins le centre, mais en tout cas la Loire, à partir de Saumur, je connais un peu plus, et puis jusqu'au pays nantais, je trouve qu'il y a une douceur, mais pas une mollesse en fait. Je trouve qu'il y a un bon équilibre. On a pu un petit peu des fois penser que l'Anjou et la Basse-Loire était un petit peu une région un peu tranquillou. Je trouve que c'est une région qui est très équilibrée en mode de vie. Il n'y a pas socialement non plus, on ne sent pas qu'il y a autant de différences que dans d'autres régions. C'est plus homogène. C'est à vivre au quotidien. Je trouve qu'il y a moins... Moi, je perçois moins d'inégalités et il y a du travail aussi. On trouve du travail, moins de différence entre les gens, une douceur de vivre qui n'est pas que proverbiale, quoi. Donc voilà, au quotidien, c'est agréable. Pour avoir vécu dans d'autres régions et dans d'autres pays, je trouve qu'on est très bien ici. C'est pas extrême, c'est pas extrémiste. On le voit même, on peut regarder, hein, on est sur des équilibres politiques qui sont quand même beaucoup plus modérés que dans certaines régions. Donc tout ça, ça se retrouve. Et dans le paysage, on retrouve la même chose. Il n'y a rien d'exubérant, il n'y a rien de... On ne va pas venir ici
vous viendrez jamais en Anjou, ou en tout cas dans notre coin, pour quelque chose de spectaculaire. Mais par contre, vous aurez envie d'y rester pour y vivre, en fait. Parce que c'est des tas de petites choses qu'on va découvrir au détour d'un chemin qui sont agréables, mais dans la durée, en fait. Donc c'est ça qui m'a intéressé, pour avoir connu cette région-là depuis que je suis petit, et pour avoir habité autre part, où vous avez un truc qui est très spectaculaire, et puis en fait, vous avez fait le tour au bout d'un an, et ici, on est bien à vivre ici au quotidien. Les relations entre les gens sont plutôt bonnes. Donc voilà. Donc ça, il y a déjà ça. Après, 3 termes pour qualifier la région au niveau viticole. J'ai envie de dire quand même le mot fraîcheur, mais pas dans le sens petit vin light. Fraîcheur. C'est-à-dire qu'on fasse un vin de printemps ou qu'on fasse un vin avec un élevage un petit peu plus abouti, il y a ce trait commun dans nos vins, en fait. C'est qu'on a encore la chance de pouvoir garder de la fraîcheur dans nos vins. Fraîcheur, complexité, parce qu'en fait, que ce soit la diversité des cépages ou intrinsèquement dans une cuvée, la complexité de ce qu'elle raconte, je trouve qu'il y a ça, il y a toujours ça aussi. Fraîcheur, complexité, et en fait, oui, diversité, parce que je disais complexité, il y a la complexité intrinsèque et puis il y a la diversité par exemple, si on se limite au chenin, bah, on va avoir une diversité de ce chenin qui peut être dupliqué à l'infini sur les terroirs, et puis la diversité des cépages. Donc en fait, pour moi, il y a vraiment ces 3 dimensions-là, et pour moi, elles se retrouvent également dans les gens. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une typicité de Loire comme on pourrait avoir en Bourgogne ou en Champagne ou un style de Loire. Au final, ça n'existe pas. Le style de Loire, c'est d'être divers, d'essayer aussi des choses. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de tentatives, quoi. Ça bouge, c'est une région en effervescence. Je pense qu'il y a beaucoup de régions qui envient. On est une région qui a été longtemps considérée, notamment l'Anjou, mais aussi la Touraine. C'était un peu moins le cas en Muscadet, parce ils étaient assez monoproduits, mais Anjou-Touraine, comme une région difficile à déterminer, avec une image floue. Mais en fait, on se rend compte qu'il ne faut pas chercher à uniformiser. Notre image, c'est cette diversité, mais pour moi, il y a quand même un style. Tu disais qu'il n'y avait pas forcément un style. Je trouve que pour moi, il y a quand même un trait commun. Il y a une patte et il y a un style en Loire. Justement, ce côté on peut très bien être puissant et aérien en même temps. On peut être frais et avec également de la structure et de la puissance. Et pour moi, je trouve qu'il y a un style de Loire qui se retrouve même avec la diversité des cépages, qu'on soit monocépage, multicépage, je trouve qu'on retrouve ce style-là en fait. Et c'est très agréable à travailler en fait. Est-ce que tu penses que c'est lié aussi au contexte vitivinicole actuel, avec la question de l'environnement qui va se poser? Parce que voilà, le climat, il évolue. Dans la Loire, on a quand même un climat plutôt tempéré encore pour le moment. Comment toi, tu te positionnes par rapport à ça? Oui, là, c'est un vaste sujet. Si on reste sur le côté végétal, je pense qu'il va falloir quand même qu'on trouve des solutions pour s'adapter, parce qu'on voit que voilà, le chenin, c'est notre cépage majoritaire ici, en tout cas. Par moments, c'est compliqué sur certains terroirs, donc il faut qu'on puisse s'adapter. Peut-être parfois ne pas forcément le mettre toujours sur les terroirs les plus arides, parce qu'on se rend compte qu'il y aura une limite plus tard. Donc commencer à regarder ce qui se passe sur des versants un petit peu plus orientés nord, des versants un petit peu plus protégés quand il y a des années de sécheresse. Donc jongler un petit peu avec ça, répartir un petit peu, ne pas tout miser sur des versants sud. Là, je parle quand on parle vraiment vin de terroir lié au chenin. Donc ça, pour la partie, je pense que pour la partie chenin, pour la partie cépage, on voit qu'il y a certains cépages qui étaient un peu oubliés, qui sont revenus, mais qui devraient être plus valorisés pour moi, comme le gros lot gris et le gros lot noir. Ils résistent bien à la sécheresse. Vous n'avez jamais de gros problèmes, comme on peut avoir des fois, même sur des chenins qui encaissent des fois difficilement les grosses sécheresses. Je trouve que sur les gros lots, vous avez un cépage. Là, je ne parle pas en termes de plantes, je parle en termes de grappes. Vous avez des fois les chenins, vous vous retrouvez avec des raisins un peu cuits à la fin de la saison. Sur des gros lots, je trouve que ça réagit beaucoup mieux
aux épisodes un petit peu violents. Donc voilà, il y a des cépages qu'il faut peut-être continuer à valoriser. Bon, malheureusement, on a une appellation qui laisse, pour moi, qui laisse pas encore assez de place à aller sur pratiquement. Pour moi, je pense qu'on a des enjous blancs de printemps et des enjous rouges de printemps, ils devraient pouvoir être faits à 100% gros lot gris ou gros lot noir. Bon, voilà, on doit respecter Cabernet Franc et Chenin en majorité. Bon, voilà, il y a les cépages, et puis il y aura sûrement des nouveaux cépages Moi, je suis pas contre le fait qu'on évolue vers des cépages plus adaptés, dans la mesure où on fait ça de manière un peu réfléchie et avec du recul. Donc, pour l'instant, c'est le tout début. C'est pas facile de faire des choix. Il y a des cépages sudistes qu'on peut peut-être adapter chez nous, mais voilà, j'ai vu des petits tests sur de la Syrah. Pourquoi pas, hein. C'est vrai que chez nous, on a des terroirs qui vont pouvoir permettre de faire mûrir. Moi, je suis intéressé par des cépages comme le Vermentino, voilà, des cépages de ce type-là. Donc voilà, il faudra qu'on s'adapte. Mais en tout cas, avant de s'adapter sur les cépages, je pense que déjà, on peut adapter sur les endroits où on va planter nos vignes, et puis sur la conduite de la vigne également, hein. Essayer d'avoir des binages réguliers sur certaines vignes, essayer d'utiliser aussi le couvert végétal comme un paillage en roulant les enherbements, ça fonctionne plutôt bien. Moi, je le fais depuis 7-8 ans. Les années de sécheresse, et bon, on garde bien la fraîcheur. Donc voilà, là sur la partie adaptation de la plante également, on peut avancer. Sur la conduite de la vigne, il y avait une tendance avec la grande mode du chenin qui prend un peu plus de place. Il y avait une tendance à vouloir reproduire les schémas de grandes cultures, désherbées. Oui, alors ça c'est un sujet un peu annexe, c'est que nous on a la chance d'être sur des coteaux où je trouve qu'il y a un très bel équilibre entre les vignes et les zones boisées, en tout cas les bosquets, et puis des zones de culture. Là, avec la mode du chenin, alors là, on n'est même plus sur le côté climat, on est sur le côté consommation. Le chenin a le vent en poupe, ce qui est génial. On a un super projecteur qui est braqué sur nous. Mais par contre, on a un foncier qui reprend de la valeur. Aujourd'hui, moi, j'aurais pas pu m'installer avec le coût du foncier actuel. Moi, je me suis installé avec quasiment zéro. Aujourd'hui, je ne pourrais pas m'installer parce que les prix ont augmenté et ça va continuer. Et je trouve que là, on a un risque d'être sur de la spéculation au niveau foncière, de défricher beaucoup trop nos coteaux. Et on le voit, hein, on voit tous nos bosquets qui disparaissent, toutes nos friches qui disparaissent. C'est très dommage parce qu'on avait un bon équilibre. Et là, le fait qu'on ait aussi pas mal d'investisseurs qui viennent dans notre région pour placer des billes au niveau des vignes, c'est très bien pour nous parce que ça nous donne des moyens supplémentaires. Mais par contre, il faudrait aussi que ces investisseurs acceptent de laisser un peu de place à un petit peu de nature quand on plante une vigne, quand on défriche, quoi. Et voilà, on voit notre paysage qui est en train de changer tout doucement, par petites touches. Là, il ne faudrait pas que ça aille trop loin et qu'on se retrouve comme dans certaines régions avec une mer immense peuplée que de pieds de vigne et plus du tout de bosquets et de vie à côté, quoi. Donc moi, c'est un truc sur lequel je me bagarre pour essayer de préserver ça, amplifier l'existant, enfin en tout cas densifier l'existant, et puis essayer aussi de préserver des zones de friches, voilà, de pouvoir acheter des petites friches et puis si on les met en culture, eh bien, de garder aussi une bonne partie de cette friche comme un réservoir à animaux, à auxiliaires. Concrètement, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Tu as replanté des haies, tu as entretenu des mares existantes aussi. C'est recréer de l'habitat. Quand on a la chance d'avoir des surfaces qui ne sont pas entièrement en vigne, moi j'avais des haies qui étaient un peu dégradées, donc l'idée c'était de leur redonner un coup de boost en les guidant pour qu'elles repoussent bien, les redensifier, en replanter des nouvelles, aussi creuser des mares à des endroits bien précis, parce qu'on voit que l'été, la faune a besoin de pouvoir boire, et puis on a plein d'espèces qui sont dans notre petit coin de Layon. On a une diversité d'espèces qui est très très riche, due aussi à l'habitat. Les combes boisées, les petits bosquets, les ruisseaux font qu'on a énormément d'animaux. On espère que ça ne va pas disparaître, tout ça. Donc en tout cas, c'est intéressant quand on a de la surface, et je pense que le vigneron qui a de la chance d'avoir aussi pas que de la vigne et aussi des surfaces à côté, il faut vraiment qu'il amplifie
de la recréation de l'habitat en fait. Refaire des mares, densifier les bosquets ou planter carrément des haies. Ça, c'est des choses qui sont toutes simples. Ça peut paraître une contrainte, mais en fait, ça fait partie aussi un peu de notre mode de vie rural en fait. Hein. De pas être à 100% à travailler dans nos vignes, se garder un tout petit peu de temps pour ça. Moi, je reste persuadé qu'on sera jugé dans 10-20 ans, ça deviendra un paramètre important pour nos clients qui nous jugeront sur notre capacité à avoir créé un domaine, mais un domaine résilient et diversifié sur ce point-là en fait. Pour toi, c'est un investissement sur le long terme qui fait que finalement, tu y gagnes en tous les cas. On y gagne vraiment. On voit certaines vignes sur lesquelles, par exemple, moi j'ai un enherbement naturel maîtrisé qui est sur le milieu du rang. Sur chaque rang, voilà, le cavaillon est très propre, ce qui fait que la vigne n'a pas de concurrence directe, mais par contre, le cavaillon va être enherbé plutôt spontané. Donc les choses qui s'installent sont des choses qui sont intéressantes parce qu'elles sont adaptées au lieu. On peut faire des fois des sursemis avec des céréales pour aider un petit peu à couvrir. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on amène aussi, on va avoir du gibier qui va s'installer, du gibier à plumes qui va s'installer dans les rangs, c'est plutôt marrant, des oiseaux nicheurs comme l'alouette qui vont créer des... Quand on passe le broyeur, au lieu de le passer à 5 cm au ras du sol, c'est quand même pas compliqué de le passer à 20 ou 30 cm et puis finalement c'est pas gênant, on fait qu'on maîtrise la montée de notre enherbement et puis... Ça peut paraître pas assez propre, mais en fait c'est génial parce qu'on a quand même une vie qui est installée à l'intérieur de l'enherbement. Mais c'est des petites choses qui sont toutes simples, que moi j'ai appris aussi via le réseau Arbre, qui est un réseau très très intéressant. C'est un réseau qui incite les agriculteurs à des petites actions de biodiversité, qui n'oppose pas les agriculteurs et les viticulteurs entre eux via le modèle bio ou pas bio ou biodynamie. Personne n'est opposé. On cherche plutôt des points communs et des actions de ce type-là. Commune et concrète. C'est très concret et puis c'est facile et puis c'est applicable. C'est facile, on change son modèle en 2 ans, ça évolue. Et puis moi je me rends compte que les vignes qui ont un enherbement tous les rangs, mais avec un cavaillon très propre, quand c'est sec, je fais un roulage tardif. Quand il n'y a plus d'oiseaux nicheurs, on fait un roulage au mois de juillet, il n'y a plus de problème. Et puis là on fait un paillis. Et puis dans les années où on a beaucoup d'humidité, on va plutôt tondre et puis l'herbe va pomper le surplus d'humidité. Donc sans casser le modèle, le rang, avec beaucoup des travaux du sol qui sont violents pour recasser le couvert en fait. Ça se fait avec le même couvert en pilotant la manière dont on va travailler l'herbe en fait. Pour finir, je vais te poser une dernière petite question. Est-ce que tu pourrais me raconter une anecdote d'un moment où tu t'es dit que tu avais fait le bon choix, que tu étais au bon endroit? Je dirais que probablement quand... moi j'ai des enfants maintenant qui sont un petit peu plus âgés, mais j'ai le souvenir des toutes premières années où on est arrivé ici, où des fois on l'oublie ça, mais d'être revenu dans la région et de se rendre compte que même en travaillant dur, j'avais l'impression d'avoir une toute petite part de vacances toujours un peu avec moi ici. Et notamment, par exemple, quand je me suis retrouvé un samedi matin avec mes 2 enfants de 6 ans et 8 ans qui étaient avec moi à piocher la jeune vigne. Et c'était un moment incroyable parce qu'en fait, on travaillait et on n'avait pas l'impression de travailler et les enfants étaient contents. Il y avait une forme de transmission qui se faisait aussi, tout en haut du coteau avec une belle vue. Et voir ces enfants travailler comme ça, à piocher, faire un petit coup de piochage, c'était plutôt pour s'amuser. Hein. Et lever le nez, et quand vous voyez que vos enfants commencent à comprendre pourquoi ils sont ici, en fait, commencent à vous dire c'est beau, ce qu'il y a autour, c'est agréable. Là, le jour où mes enfants m'ont dit ça, ils piochaient, ils ont levé le nez et ils ont dit qu'ils étaient bien là où ils étaient. Là, tout était fait. Super, merci beaucoup Stéphane. J'espère que on se reverra et puis je vais continuer à suivre l'aventure. Ouais. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très vite sur Bouchonnet.